Donc voilà, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des techniques d'extraction dentaire. En fait, on devrait dire avulsion dentaire plus exactement, particulièrement chez le chat, parce qu'évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que ça peut être assez frustrant d'effectuer des extractions ou avulsions dentaires dans de bonnes conditions, sans casser tous les petits fragments de racines. Et donc, on va essayer de passer en revue un petit peu les erreurs et puis ce qui peut vous permettre au quotidien d'améliorer un petit peu la donne. Euh, Hop. Voilà, donc juste pour vous récapituler un petit peu, là, aujourd'hui, chez nous, le service du stomato-aphrégiste, donc moi-même et puis mon rejoint, donc Maëva Giacomadi, il y a un peu plus d'un an maintenant, qui va passer résidente prochainement. Et puis Eleonore Bruggi, qui est une nouvelle venue, qui est désormais notre assistante en stomato, qui était précédemment interne. Et puis justement, donc on a la chance d'avoir une rotation d'interne de 4 jours par semaine au sein de notre service, qui nous permet et leur permet aussi d'être confrontés à la discipline et puis de nous apporter un peu de soutien dans notre pratique. Donc voilà, je suis très heureux qu'on ait développé ce service et puis qu'on puisse avoir une activité aussi variée au CHU Régis. Je tenais aussi à remercier notre partenaire Actéon qui nous soutient depuis le début et qui soutient cette webconférence également. Puis j'aurai quelques mots à vous dire en fin de conférence. Donc pour ceux et celles qui sont pas convaincus de l'intérêt de se former en stomatologie, je peux vous dire que dans tous les cas, notre planning il est bien chargé puisqu'on nous avons un peu plus de 2 mois d'attente pour des consultations et encore près d'un mois d'attente pour les chirurgies. Ce qui prouve, vous allez le voir, la fréquence de ces affections, que ce soit chez le chien ou chez le chat, et à quel point, bon, malheureusement, on est sous-valorisé pour le moment, mais toutes les perspectives aussi d'évolution et pour vous aussi au sein de votre pratique. Donc le but, c'est de vous donner les clés pour pouvoir prendre en charge des affections bucco-dentaires dans de meilleures conditions au quotidien aujourd'hui. La stomatologie, pour ceux et celles qui ne savent pas encore, en fait, ça comprend pas mal de sous-disciplines. Donc évidemment, on a tout l'aspect médical et diagnostic. Ça passe pas mal par l'imagerie médicale, comme vous allez le voir, et puis la chirurgie purement dentaire, qui elle se scinde en parodontologie, donc toutes les affections qui donc ont trait au tissu de soutien pardon de la dent, l'endodontologie pour ce qui correspond aux affections de la pulpe dentaire, la prosthodontie donc la pose de prothèses coronaires, l'implantologie, la chirurgie restauratrice en utilisation notamment de composites, les techniques orthodontiques notamment pour gérer des malocclusions sévères qui peuvent engendrer des problèmes de santé, la chirurgie orale à proprement parler, ce qu'on va aborder principalement aujourd'hui, et puis tout l'aspect chirurgie maxillofaciale, pour laquelle bon, la chirurgie orale et toutes les connaissances de chirurgie dentaire et de médecine orale sont indispensables dans leur gestion, que ce soit dans un contexte traumatologique, orthodontique, oncologique, de chirurgie reconstructrice et de la chirurgie des injections salivaires qui demeure dans nos prérogatives. Donc voilà un petit peu ce à quoi ça peut correspondre avec des images. Donc évidemment, là, il s'agit principalement de traitements conservateurs. Aujourd'hui, on va parler de ce qui est non conservateur, donc l'avulsion dentaire ou les avulsions dentaires. Alors petit disclaimer pour quand même reprendre une situation un petit peu courante. C'est vrai que c'est assez fréquent dans notre pratique, malheureusement, d'être confronté à des mauvaises pratiques, vraiment des fautes médicales et chirurgicales. Et j'en ai fait même des slides à tel point que c'est vraiment très fréquent et comment dire, ça peut affecter la qualité de vie de nos patients.
Donc, très très important d'insister sur le fait que une gingivostomate, notamment chez le chat, et des extractions dentaires doivent être faites dans de bonnes conditions et pas simplement prendre une pince et casser les dents. Ça ne fonctionne pas comme ça. Malheureusement, une situation très fréquente qui nous est présentée, le chat d'âge moyen qui présente une gingivostomatite chronique féline, euh, qui semble réfractaire aux adductions dentaires, qui perd du poids progressivement et qui reçoit de manière itérative des corticoïdes ou des antibiotiques depuis des mois, voire des années. Et finalement, le propriétaire très frustré vient jusqu'à nous et on découvre radiographiquement en faisant un bilan rétroalvéolaire qu'en réalité, quasiment tous les fragments de racines sont encore là et qu'en réalité, les dents ont été simplement cassées. Donc, c'est évidemment ce qu'il ne faut pas faire. Et aujourd'hui, on va voir quelle est la stratégie et quelle est la séquence de prise en charge optimale pour ne pas en arriver là. Parce qu'évidemment, toute pulpe qui va être exposée va procurer une douleur importante et puis sera le foyer d'une infection. Infection qui peut avoir des conséquences locales, évidemment, mais également à distance. Donc, ce sont des choses évidemment à éviter. Si je reprends un petit peu la séquence des prises en charge en stomatologie en règle générale, évidemment, ça doit passer par un interrogatoire rigoureux pour connaître les comorbidités du patient, le contexte global de survenue de l'affection en cause, quels sont les symptômes qui sont rapportés, et évidemment procéder ensuite à un examen clinique, tout d'abord à distance, puis rapproché, puis la palpation, et enfin l'examen stomatologique qui se poursuit sous anesthésie générale la plupart du temps, notamment par la réalisation d'un sondage parodontal et d'un sondage exploratoire. Et on ne peut pas parler d'examen stomatologique complet sans donc l'emploi d'examens d'imagerie paraclinique, donc complémentaires, qui viennent terminer notre examen et notre bilan lésionnel, notamment. Donc, très très important, les examens d'imagerie, c'est pour ça que c'est la petite vignette là, la plus large, ici sur cette séquence de prise en charge. Évidemment, avant tout, il faut bien être au courant de l'anatomie normale du chat, quelles sont les structures qui peuvent être retrouvées de façon physiologique et lesquelles ne le sont pas. Donc voilà, le chat comporte à l'âge adulte 30 dents, hein, pour la denture décidduale 26 dents, donc 3 incisives par cadran, une canine, puis 3 prémolaires ainsi qu'une petite molaire vestigiale. La numérotation triadan modifiée que vous connaissez peut-être, hein, chaque numéro possède une dent, a la particularité de passer certains numéros puisque lors de la sélection naturelle, il y a eu une réduction de la formule dentaire par rapport aux carnivores primitifs. Hein, donc le chien est légèrement plus primitif, il comporte un petit peu plus de dents comparativement au chat. Hein, donc 42 chez le chien, 30 chez le chat. Mais certains numéros dentaires restent identiques puisqu'on se base sur les principales dents majeures, on va dire, qui sont les canines, qui chacune possède le numéro 4. Hein, donc pour le cadran 104, il s'agit du cadran supérieur à droite, il s'agit de la canine. Et puis les carnassières maxillaires comportent le numéro 8, les carnassières mandibulaires le numéro 9, hein, puisque ce sont des molaires. Donc, dans une situation physiologique, vous allez pouvoir, donc, juste derrière les petites incisives maxillaires, observer une petite tuméfaction qui est physiologique. Il s'agit de la papille incisive, et puis de part et d'autre de cette papille incisive, vous retrouvez l'entrée de l'organe gloméronasal. Sur la partie plus basse, on va dire, l'étage inférieur de la face, les mandibules, vous allez retrouver un frein labial qui est situé entre la canine et la troisième prémolaire, qui est la première prémolaire en réalité visible, puisque
sur la mandibule, chez le chat, il n'y a pas de première ni de deuxième prémolaire à l'état physiologique. Il faut évidemment aussi connaître l'abouchement des complexes salivaires, hein, les canaux salivaires qui vont drainer les glandes salivaires majeures, à savoir les papilles parotidiennes, les papilles zygomatiques, ainsi que les papilles ou caroncules mandibulo-sublinguales, qui elles se retrouvent sur le plancher buccal. Donc, ce sont des structures importantes à connaître, puisque lorsque vous allez suturer un type de dentation, par exemple, il s'agit de ne pas les ligaturer, notamment, ne pas les lier, en quoi vous pouvez créer des halocèles, par exemple. Vous avez la particularité chez le chat d'avoir des glandes salivaires mineures qui sont assez grosses pour certaines, notamment les glandes molaires, qui se retrouvent systématiquement sur la face linguale des carnacères mandibulaires, qui sont les premières molaires. Donc ça, ce sont des structures normales. Donc une fois que vous avez effectué votre examen clinique endobuccal, il s'agit de compléter cet examen par un bilan radiographique dentaire. Et voilà la zone que vous pouvez explorer grâce à ces petits capteurs ou ces petites plaques radiographiques que vous pouvez positionner dans la bouche. Il s'agit de techniques intraorales de radiographie. Donc vous voyez que vous arrivez à explorer l'ensemble de la partie dentée de la mâchoire, voire légèrement au-delà, et avec certaines techniques non extraorales, les articulations temporomandibulaires. Vous êtes censé obtenir in fine ce type de set radiographique, hein, c'est comme ça qu'on le nomme, avec, donc vous voyez ici tous les numéros dentaires qui sont représentés. Petite erreur au passage, tout en bas à droite, il y a une erreur de numérotation sur les prémolaires et les molaires mandibulaires. Euh, donc lorsque vous observez ce set, en fait il s'agit un petit peu un peu comme en radiographie conventionnelle, hein, la convention reste la même, c'est-à-dire que la droite est à gauche et la gauche est à droite, le haut est en haut, le bas est en bas, et il s'agit en quelque sorte de déplier la mâchoire comme si vous regardiez le patient de face. Euh, et donc vous voyez, on saute de la dent 104 à la dent 106, il n'y a pas de dent 105, il n'y a pas non plus de dent 110 ou 111 chez le chien et chez le chat. D'ailleurs, il n'y a pas de 111 aussi chez le chien, parce que ça a été légèrement réduit. En bas, on passe directement de la 4 à la 7, il n'y a pas de 5 ni de 6, et il n'y a pas de 10 et de 11. Donc, lorsque vous obtenez cette radiographie, qui représenté par toutes ces petites vignettes radiographiques. On appelle ça un montage labial. Hein, c'est le nom de ce montage. Les vignettes sont agencées de telle façon à représenter l'intérieur vers le milieu et puis la partie caudale, donc le rostral vers le milieu et la partie caudale de la bouche sur les côtés. Lorsque vous avez réalisé donc, cette combinaison d'examens endobuccal, enfin, exobuccal, endobuccal et puis radiographique, là vous êtes en mesure d'établir ce fameux bilan lésionnel, il sera complet à ce moment-là, et notamment vous allez reporter chaque petite anomalie sur ce type de feuille qui peut être informatisé maintenant, hein, qu'on appelle un charting dentaire, une charte dentaire. Donc, il s'agit sur chacune de ces petites dents de reporter voilà, une anomalie telle qu'une lésion de résorption dentaire, une fracture, le degré de parodontite, s'il y a ou non la présence d'une petite tuméfaction de la gencive ou une ulcération, et vous représentez, vous schématisez toutes ces lésions pour ne pas en oublier, puisque évidemment c'est ça qui va finalement guider votre approche thérapeutique, la plupart du temps chirurgicale. Alors, quelles sont les indications d'induction dentaire, d'extraction dentaire? Ben, elles sont multiples. Il peut s'agir, par exemple, de caries dentaires. Chez le chat, c'est extrêmement rare, vraiment exceptionnel. Ça reste également assez rare chez le chien. Lorsque vous êtes confronté à une parodontite sévère, on va le voir, hein, il y a des degrés de parodontite différents.
Puis il y a des stades notamment qui sont terminaux, qui ne permettent pas la conservation de la dent. Lors de maladies immunitaires, par exemple, polyfactorielles, comme des gingivoses stomatiques chroniques félines, bon, on va le voir, l'approche chirurgicale reste indispensable. Lorsque vous avez certaines comorbidités, un diabète, un HIV avec des lésions plus ou moins débutantes ou avancées, des pathologies pulpaires, lorsque notamment il y a un traumatisme dentaire, une fracture par exemple, avec une exposition de la pulpe, cette pulpe va s'infecter et ça va générer un abcès dentaire ou toute autre lésion alvéolo-dentaire plus sévère. Lorsque vous avez un traumatisme de la face, vous êtes confronté à une dent qui se situe justement dans le trait de fracture, voilà, dans une certaine mesure, cette dent peut constituer un foyer infectieux et ralentir, c'est la spécificité hein, de la mâchoire, c'est qu'elle a des dents, et donc ça peut ralentir la vitesse de cicatrisation. Lorsque on est dans un contexte carcinologique, oncologique, et si on a nécessité de procéder à une radiothérapie, par exemple, même si c'est pas tout à fait de traitement de choix généralement sur les tumeurs oromaxillofaciales, cette radiothérapie peut engendrer une ostéoradionécrose et donc il faut absolument gérer tout foyer infectieux potentiel dans la zone d'irradiation et effectuer les ablutions dentaires avant et les soins même parodontaux avant l'irradiation. Ça c'est extrêmement important. Hein, des types de radionécrose très très fréquemment dans les champs de réalisation sur la mâchoire. Et puis évidemment, dans le contexte de résorption dentaire ou de fractures dentaires, vous pouvez aussi avoir des fragments de racines. Il faut aller les chercher. Vous pouvez avoir des malformations dentaires, de la même manière des dents qui sont davantage sujettes à s'infecter, des kystes, des tumeurs, et il s'agit de resecter des tumeurs avec des marges carcinologiques potentiellement. Eh bien, parfois, il s'agit d'effectuer des traits d'ostéotomie au sein de l'alvéole de la dent. Et donc, il s'agit effectivement de savoir réaliser une évolution dentaire dans les règles. Lorsqu'il y a une dent surnuméraire qui crée un encombrement dentaire particulier, lors de malpositions dentaires en règle générale, voire de malocclusions squelettiques, il peut s'agir aussi d'effectuer des ablutions sélectives, voire des ablutions plus avancées, de cadrans entiers. Et puis enfin, la présentation qui est un peu plus rare chez le chat, mais ça peut arriver, des dents incluses qui pourraient éventuellement s'enquister et déformer la mâchoire. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver, mais plutôt chez le chien quand même, généralement. Donc évidemment, si vous avez l'expertise, vous avez des spécialités ou une formation complémentaire dans le domaine climatologique, très très bien, vous pouvez envisager dans une certaine mesure des traitements conservateurs. Donc là, à titre d'exemple, si je prends différentes situations de lésions alvéolo-dentaires, vous avez des, ce qu'on appelle des concussions, hein, des traumatismes au sein de la dent, mais sans fracture à proprement parler. En fait, comme une contusion, la pulpe va s'enflammer, il va y avoir une pulpite, mais malheureusement, cette pulpe est enfermée dans une coque qui est rigide et donc, par surpression, elle va finalement nécroser. C'est le cas dans 92% des cas en réalité lorsqu'on a une pulpite lors de concussions. Vous pouvez avoir des avulsions, vous pouvez réimplanter la dent, vous pouvez avoir une fracture avec une exposition pulpaire, bah là vous pouvez considérer une dévitalisation de la dent. D'accord? Donc il y a plein de situations qui peuvent être éligibles à des traitements conservateurs. Donc là, il s'agit ici sur la gauche, la petite vignette en bas à gauche d'une concussion dentaire avec une dyschromie, hein, donc un changement de couleur de la dent. Et ben, statistiquement, dans 92% des cas, cette dent, en réalité, elle est morte à l'intérieur et donc elle est à risque d'infection puisqu'il y a toujours une petite bactériémie sanguine et ça constitue le foyer de prolifération pour les bactéries. Vous avez le chien là, pas trouvé de charme, avec une luxation et fracture alvéolaire de la dent, et le chat à droite qui présente une fracture de la couronne avec une exposition pulpaire, ce qu'on appelle une fracture compliquée. Et donc là, il s'agit potentiellement de pouvoir la dévitaliser. En fait, on a tout un diagramme décisionnel en fonction des situations. Donc, s'il y a une exposition pulpaire ou pas, est-ce que cette
fracture et donc il n'y a pas d'exposition, mais c'est juxtapulpaire. Possiblement, il y a des techniques, notamment de coiffage pulpaire. Il s'agit de mettre un petit pansement. Et puis s'il y a une exposition avérée de la pulpe, soit une végétalisation, ce qu'on appelle une pulpectomie, une pulpotomie totale, soit d'autres techniques que je vous ai listées sur la droite, en fonction des situations. Là, ça reste un petit peu du détail et plutôt du ressort des spécialistes. Donc là, il s'agit par exemple de ce chat avec cette exposition pulpaire-là, qui date de moins de 72 heures. Ben, c'est une situation qui est éligible à ce qu'on appelle une biopulpectomie, c'est-à-dire qu'on peut conserver la dent. Donc on enlève juste la pulpe qui a été exposée aux bactéries de la bouche, on met en place un pansement et ensuite on effectue une restauration dentaire, ce qui nous permet de garder la dent vivante. Mais pour une raison ou pour une autre, admettons, vous n'avez pas l'expertise, ou les lésions sont trop importantes, ou c'est le chat de votre belle-mère, ou il y a une mauvaise observance de traitement, notamment d'hygiène du dentaire euh, par les propriétaires, les maîtres. Bon, là, on est obligé, dans certaines situations, de considérer une avulsion dentaire. Là, globalement, lorsque vous avez des pathologies traumatiques avec une exposition de la pulpe, ce qu'il faut savoir, c'est que la charge bactérienne dans la bouche est bien supérieure au seuil de tolérance de la pulpe vis-à-vis de cette infection qui va donc se propager et générer, hein, c'est le cas sur cette radio à droite, de belles auréoles là autour des apex des racines, qu'on appelle une lésion périapicale ou communément un abcès dentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la population générale, chiens et chats, vous avez près de 25% des individus qui présentent au moins une fracture dentaire. Donc, ce sont des présentations extrêmement fréquentes. Hein, ça peut être des rites entre congénères, des accidents de la voie publique, d'autres traumatismes. Et lors, et notamment chez le chat, lors de traumatisme de la face, vous avez 70% des individus qui présentent au moins une fracture dentaire. Donc, ce sont des situations assez fréquentes. Qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien? Eh bien, vous voyez là le cas d'un chat qui a subi une fracture dentaire avec une exposition de la pulpe. Finalement, ça n'a pas été traité. Et 4 ans plus tard, vous avez cette grosse résorption de la racine, avec une destruction même, une ostéolyse mandibulaire associée, hein, tellement cette ostéolyse a pris de l'ampleur. Et bien là, on est vraiment au bord de la fracture pathologique de la mâchoire. Donc évidemment, on ne veut pas en arriver là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la médiane de survenue d'une lésion périapicale que l'on peut détecter radiographiquement avec un capteur radiographique dentaire, hein, qui a une meilleure résolution que la radiographie conventionnelle, c'est 65 jours. Donc 65 jours après une exposition pulpaire, vous pouvez détecter en moyenne, hein, en médiane, ce type de lésion. Il s'agit évidemment d'avoir une bonne idée de l'anatomie, puisque lorsque vous allez procéder à une avulsion dentaire, et pour ceux qui s'y sont déjà risqués, vous savez qu'il y a des régions qu'on n'aime pas trop opérer, notamment retirer une canine de chat, puisque l'os qui entoure la canine est assez fin, par endroits c'est même du papier à cigarette. Donc évidemment, il s'agit de conserver une stabilité entre la gauche et la droite, hein, donc entre les deux mandibules, et ne pas engendrer une fracture iatrogène de la mandibule. Donc là, la technique opératoire a toute son importance. Quels sont les signes que vous pouvez détecter un peu tardifs, hein, d'abcès dentaire? Lorsque ça fistulise, vous pouvez avoir ce type de grosses lésions inflammatoires, cellulite faciale, au niveau du menton, au niveau du prolongement de la face, en région infraorbitaire. Mais parfois, ça fistulise à l'intérieur de la bouche, donc au niveau de la gencive, par exemple, voire à l'intérieur du nez. C'est notamment le cas sur les dents maxillaires, avec des rhinites chroniques qui peuvent se propager et être entretenues. Et si ce sont des dents plus caudales qui sont entreprises, notamment les carnassières, maxillaires et les petites molaires, là, elles se situent juste à l'aplomb de la cavité orbitaire. Et là, c'est plutôt une exophtalmie, des symptômes oculaires que vous allez pouvoir observer, voire ce qu'on appelle un
trismus, donc une douleur à l'ouverture buccale et puis une hypercontraction des muscles de la mâchoire, voire une impossibilité d'ouvrir la bouche. Donc, si je devais récapituler un petit peu toutes ces indications, bah, je les ai listées ici sur la gauche. Hein, vous voyez, donc là, le cas d'une parodontite sévère. Là, vous avez une parodontite focale avec ce qu'on appelle un granulome pyogène. Là, il s'agit d'une percussion par la carnassière maxillaire de la gencive mandibulaire, au niveau de la carnassière mandibulaire. Donc là, le phénomène causal, c'est une malocclusion squelettique avec des dents qui se retrouvent à percuter la gencive. Parfois, il s'agit d'une infection sur la dent supérieure. Et cette dent se retrouve un petit peu repoussée comme un corps étranger. Et alors qu'elle ne percutait pas, donc c'est plutôt des présentations plus tardives chez l'adulte, alors qu'elle ne percutait pas jusque-là, finalement, elle percute la gencive et ça crée ce type de lésion inflammatoire et parfois ça déchausse même la dent du bas, ce qu'on appelle une fente gingivale, qu'on peut apercevoir un peu ici. Là, il y a deux options. Soit on va extraire la dent, la vulsée, soit on va effectuer ce qu'on appelle une coronoplastie, c'est-à-dire qu'on va émousser un petit peu la couronne dentaire pour éviter qu'elle ne percute à nouveau. Et ensuite, on va protéger cette dentine que l'on aura exposée, sans exposer évidemment la pulpe, avec une petite résine composite. Donc là, il s'agit de différentes étapes avec le collage des produits de quatrième génération, qui sont un peu le gold standard. Donc, il s'agit de déposer un petit peu d'acide phosphorique pour mordancer l'émail de la dentine. Et puis ensuite, on va rincer, on va sécher, on va mettre différents produits, puis la résine composite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les maladies parodontales, elles sont extrêmement fréquentes. Il s'agit des maladies, toutes maladies confondues, qui sont les plus fréquemment observées chez les carnivores domestiques, avec une prévalence annuelle de près de 15%. Et dans certaines séries, près de 100% des chats qui sont atteints par la maladie parodontale à l'âge adulte. Alors, c'est une petite image là à droite que j'ai trouvée sur LinkedIn, et c'est vrai que ça représente assez bien la situation actuelle. C'est que le temps d'enseignement, là, c'est comparé au diabète sucré, de ces pathologies oromaxillofaciales, dentaires notamment, en comparaison à d'autres maladies qui sont, elles, bien moins fréquentes, comme le diabète sucré ici, bah, est complètement inversé. C'est-à-dire que les temps d'enseignement sont très faibles, alors que ça peut avoir des conséquences importantes. Alors justement, sur la maladie parodontale, quels sont les éléments à prendre en considération pour savoir s'il s'agit d'une indication d'extraction dentaire ou s'il s'agit potentiellement plutôt d'un traitement conservateur. Donc, on a vu, parfois, il s'agit d'une parodontite purement focale, donc là, c'est sûr qu'il faut essayer de comprendre la survenue du problème, mais parfois c'est plus généralisé, hein. Il s'agit notamment chez l'adulte de maladies plus généralisées par défaut d'hygiène bucco-dentaire, tout simplement, l'accumulation de plaques dentaires, donc de bactéries à la surface de la couronne dentaire, crée un phénomène inflammatoire au sein du tissu de soutien de la dent, qu'on appelle le parodonte, qui est composé de la gencive, du sément radiculaire, du ligament dentaire, et puis de l'os de soutien à proprement parler. Et donc, c'est un phénomène qui est progressif. Donc, il s'agit de savoir si on est sur un stade encore réversible, simplement une gingivite, une inflammation purement de surface, ou est-ce qu'il y a déjà eu le tissu de soutien qui a été entamé. Et donc là, il y a différents critères, notamment la perte d'attache, qui est moins importante que 25%, comprise entre 25 et 50% ou supérieure à 50%. Supérieure à 50%, c'est une indication d'extraction dentaire stricte. Et s'il y a notamment ce qu'on appelle le F1, F2, F3, donc les furcations, donc dans quelle mesure on est capable, lors du sondage parodontal, de passer à travers, entre les racines, on appelle la furcation dentaire, donc à travers cette furcation dentaire. Donc si on arrive à la passer de moins d'un tiers de la largeur, deux tiers de la largeur, ou de transpercer de part en part cette furcation, eh bien, peut ou pas conserver la dent. D'accord? Donc, sur question 3, c'est clairement une contre-indication de conserver la dent. Et dans ces cas-là, il s'agit d'extraire la dent. D'accord? Donc,
La maladie parodontale comporte 4 stades, par conséquent. Donc, la maladie parodontale de stade 1 qui correspond à la pure gingivite. La maladie parodontale du stade 2 qui correspond à moins de 25% de perte d'attache et ou une surcation de stade 1. La maladie de stade 3 qui, elle, correspond à une perte d'attache de 25 à 50% et ou une surcation de stade 2. Et la maladie de stade 4 qui, elle, correspond au stade terminal donc, de la maladie. Et donc, pour ce faire, vous voyez, on se base sur l'évaluation radiographique et sur le sondage. C'est la combinaison à chaque fois de ces deux facteurs. Une fois que vous avez réalisé votre bilan radiographique, à nouveau, vous êtes capable, en notant sur le charting dentaire toutes ces lésions, d'orienter votre prise en charge ultérieure. S'agit-il de lui conserver certaines dents? Si oui, dans quelle mesure ce sera possible pour les mettre d'effectuer des soins d'hygiène? Il faut évidemment bien communiquer avec eux, bien être à l'écoute de leurs désirs, de leurs souhaits, mais également de parler des limites qu'ils pourraient avoir dans ce type de traitement conservateur, parce qu'évidemment, un détartrage et des soins conservateurs ne vont avoir un effet que très limité dans le temps. On considère qu'au-delà de 48 heures sans soins d'hygiène, il y a à nouveau une colonisation bactérienne qui atteint à peu près le même niveau qu'avant le détartrage. Donc évidemment, ça n'a pas d'intérêt d'un point de vue scientifique d'envisager un détartrage des soins conservateurs pour simplement 48 heures d'efficacité s'il n'y a pas de relais d'hygiène. C'est ça que je suis en train de vous dire. Donc évidemment, ce sont des maladies qui peuvent aussi avoir des conséquences à distance. Et ça, c'est une très très belle étude qui a été faite sur près de 170 000 chats, une très belle grosse étude de cohorte qui avait corrélé de manière assez significative le grade de la maladie parodontale et le stade iris de la maladie rénale chronique. Donc il semble qu'il y ait un lien entre les deux. On ne sait pas exactement par quel phénomène. Mais on sait que là, cette bactériémie sanguine et les humains complexes qui sont libérés en continu peuvent avoir des conséquences à distance. On le sait maintenant très très bien chez les humains. Chez les humains, d'ailleurs, on considère que près d'un tiers des maladies d'Alzheimer seraient liées aussi à cette maladie parodontale, à des bactéries de la cavité buccale voilà, il y a des conséquences à distance, des endocardites bactériennes. Voilà. Donc il y avait cette étude de 2018. Plus récemment, en 2023, il y a eu une autre grosse étude de corps sur plus de 18 000 chats qui avait montré qu'il y avait une corrélation assez significative, même très significative, avec le risque de comorbidité. Donc plus de 79% de chances de comorbidité lorsque il y avait une maladie parodontale versus lorsqu'on n'en avait pas, avec évidemment en faisant en impliquant aussi tout l'âge, tous les autres paramètres liés à l'âge des animaux et qui pourraient être constitués de biais, pardon, je vais y arriver. Et puis évidemment sur certaines maladies en particulier, donc les arythmies cardiaques, l'hyperthyroïdie, le kyste cardiaque, la maladie rénale chronique, l'arthrose, il y avait eu une corrélation assez significative. Donc voilà un petit peu le cycle infernal de la maladie parodontale. Donc l'agent causal majeur, cette plaque microbienne. Vous pouvez agir dans une certaine mesure avec un détartrage, mais uniquement si le brossage dentaire quotidien il est effectué. Au-delà, vous avez aussi des traitements conservateurs qui sont possibles, mais encore une fois, si le brossage il est effectué. Sinon, malheureusement, lorsqu'on a une ostéolyse importante, alors là, on est sur des stades qui nécessitent une ablution dentaire. Donc évidemment, tout ça c'est important pour savoir quels sont les critères qui permettent de conserver la dent et les critères qui nécessitent absolument une extraction dentaire. Donc dans les techniques conservatrices, on peut aller très très loin. Par exemple, lorsqu'il y a une poche infra-osseuse, on pourrait envisager un curetage, l'utilisation de lambeaux, de biocomblement, l'utilisation de membranes, qu'on appelle la chirurgie régénératrice osseuse guidée. Il s'agit d'un cas sur un chat avec une grosse poche au niveau des canines supérieures, qu'on débride. Vous voyez, il y a plus de 5, 5 voire 8 millimètres de poche sur cette image.
avec cette petite curette là qui nous permet d'accéder à cette cavité, cette dépôt osseux. Et puis, évidemment, vous avez plein d'autres indications que simplement la parodontite, qui est la situation un peu usuelle, notamment la présence de dents incluses, des kystes, des pseudokystes, des tumeurs orales, de résorption dentaire. Donc, ce processus correspond à la destruction progressive de la dent par un phénomène cellulaire classique, hein, les odontoclastes qui vont libérer des composés acides et qui vont détruire le substrat minéral de la dent. Donc, vous voyez, ça peut aboutir comme ça à des sortes de dents fantômes. On ne distingue même plus la couronne dentaire ni les racines. Il peut y avoir évidemment un contexte de malformation dentaire. Là, c'est très important et ça illustre bien l'importance de la radio. C'est de savoir combien de racines il y a sur la dent en question, s'il n'y a pas une aberration radiculaire. Donc là, je ne sais pas si vous voyez que je n'ai pas de pointeur, mais notamment en haut à gauche, il y a une dent qui normalement la carnassière devrait avoir trois racines, elle en a quatre. En bas à droite, donc sur la gauche euh, de venir là à gauche, vous avez la carnassière mandibulaire qui a trois racines au lieu de deux, voilà, etc. Donc ça, c'est très important pour procéder correctement à la prise en charge de ce type d'indication. Alors, indication majeure chez le chat, évidemment les gingivostomatiques chroniques félines, les parodontites agressives juvéniles qui ressemblent un petit peu également. Vous voyez ces bouches littéralement en feu. Voilà, bon, statistiquement, toutes les études qui ont été effectuées sur le sujet ont montré que l'approche médicale n'a aucun intérêt seul et que ça passe absolument par des adductions dentaires multiples, voire totales, pour pouvoir en venir à bout, parce que tant que vous aurez ce phénomène antigénique par le biofilm microbien en surface sur les couronnes, et que la bouche est tellement ensuite que les soins d'hygiène sont impossibles, hein, parce que c'est extrêmement algique comme situation, ben, on ne pourra pas envisager des traitements conservateurs. Ce qui était d'ailleurs très bien prouvé dans la littérature, c'est que classiquement, là, vous voyez, en bas à gauche et à droite, vous avez des grosses lésions de résorption, hein, plastiques, avec une exposition oculaire. Ça, on le retrouve dans près de deux tiers des cas thématiques, ainsi que des parodontites avancées sur les mêmes molaires mandibulaires dans près de 100% des cas. Donc, dans tous les cas, même si on voulait être conservateur, on ne pourrait pas puisqu'on a des lésions très avancées. Donc là, ça vous reprend un petit peu les statistiques quant au taux de succès. Donc, fortement amélioré, voire guéri à peu près deux tiers des cas, hein, et puis qui nécessite encore une approche médicale avec notamment des immunomodulateurs, près d'un tiers des cas restants. D'autres indications qui, plus récemment, là, en 2023 également, ont montré que on s'y attendait pas forcément, que les traitements parodontaux, les traitements dentaires pouvaient constituer l'approche principale, donc notamment lors de complexes granulomateux et eosinophilie. Notre consoeur, la Soltero Rivera, qui est stomato aux États-Unis, a montré que les traitements parodontaux, la réponse aux traitements parodontaux, la réponse à la chirurgie orale était supérieure à celle de certaines approches plus classiques, hein, l'apport d'antiparasitaires, etc. Ben oui, parce que ça retranscrit bien ce phénomène antigénique local qui donc entretient cette stimulation immunitaire et le recrutement de cellules de la lignée des éosinophiles. Donc là, c'est un cas qu'on a opéré et qui maintenant se porte parfaitement. Hein, le gros ulcératome a complètement régressé, il n'y a plus de lésions linguales non plus. Alors, dans la séquence de prise en charge, n'oublions pas que il s'agit de préparer le patient. N'oubliez jamais, c'est l'image radiographique au milieu, qu'il ne faut pas utiliser de padane chez le chat. On ne fait jamais ça parce que ça a été prouvé, mais ça peut occasionner par l'obstruction de l'artère maxillaire qui est l'afférente principale au cercle artériel cérébral de l'hélice. Ça peut interrompre le flux sanguin au niveau du cerveau et puis ça peut entraîner aussi des lésions de l'amorose définitive, donc à proscrire définitivement. Évidemment, il s'agit de
préparer le patient à l'intervention, au type d'avulsion, donc l'anesthésie, qu'elle soit évidemment multimodale enfin, dans une situation idéale, notamment par l'utilisation de techniques d'anesthésie loco-régionale, bien évaluer votre patient radiographiquement encore une fois. Après, il s'agit de savoir si c'est une situation qui est davantage éligible à une technique d'avulsion simple ou complexe, donc chirurgicale, ou simplement, en gros, on tire dessus, hein, une avulsion fermée, dans une certaine mesure, notamment pour les petites incisives, ça peut être une bonne option. Le type d'instrumentation, on va parler de tout ça. Et puis, quid de la gestion des racines et puis des tissus mous ensuite, ainsi que comment faire pour prévenir les complications. Donc, vous pouvez vous aider de checklists hein, pour ne rien oublier. Alors, notamment, on va bien protéger les voies respiratoires. Donc, sur la checklist, n'oubliez jamais que, idéalement, il s'agit de protéger les voies respiratoires par l'intubation de votre patient. Il faut gonfler le ballonnet, vous mettez un pack de compresses, qu'on appelle un pack pharyngé, que vous liez avec une petite, un petit lien pour ne pas l'oublier en fin d'intervention. Il faut bien cocher que vous l'avez en ligne. Donc, cette approche de l'analgésie multimodale, donc l'utilisation de différentes stratégies qui finalement ont un effet cumulatif, voire synergique, est indispensable maintenant dans la prise en charge moderne de ce type d'affection, notamment par l'emploi d'anesthésiques locaux, hein, ce qu'on appelle des tronculaires également chez l'homme, hein, donc des anesthésies locaux-régionales. C'est indispensable, parce qu'il s'agit d'une coupe dentaire que subit des avulsions dentaires, et qui vont, dans ces anesthésies locaux-régionales, cibler les nerfs qui vont innerver de manière sensitive les arcades dentaires. Donc, il s'agit notamment de deux branches du nerf trijumeau, le maxillaire et le mandibulaire, que l'on peut cibler soit dans la partie infraorbitaire pour le maxillaire, soit derrière l'arcade dentaire, donc ce qu'on appelle le bloc maxillaire, on va y revenir. Et puis le bloc mandibulaire, qui, vous voyez, c'est le nerf mandibulaire qui va emprunter en fait la mandibule, hein, qui va être intra-osseuse, et qui va emprunter ce canal mandibulaire au niveau du foramen mandibulaire, qui lui se situe à mi-chemin, ça c'est une notion très très importante, entre la dernière molaire et l'apophyse angulaire de la mâchoire, de la mandibule. Donc, vous pouvez utiliser différentes molécules pour ça. Le classique, c'est la lidocaïne, ou la position lidocaïne butyvacaïne, voire de l'articaïne, qui est un produit plutôt dentaire que j'utilise fréquemment. Voilà, ça c'est des notions, donc c'est une petite capture d'écran de ce tableau pour connaître les doses toxiques et les doses recommandées. Et donc, il s'agit d'effectuer, donc de calculer cette dose, de la répartir sur l'ensemble des blocs. D'accord? Donc, la dose maximale recommandée, vous devez la diviser sur l'ensemble des blocs que vous allez effectuer. Il s'agit, à minima, d'avoir 0,1 millilitre par site. Donc, parfois, il s'agit de diluer un petit peu le produit, mais jamais dépasser une dilution de 50 pour 50, parce que sinon, vous allez avoir moins d'effet. Toujours procéder à ce qu'on appelle un test d'aspiration. Ça, c'est très, très important pour être certain que vous n'êtes pas dans un vaisseau, que vous n'allez pas, notamment, risquer des troubles neurologiques, ça va aller jusqu'au coma, voire des troubles cardio-respiratoires qui, eux, peuvent aller jusqu'à l'arrêt cardio-respiratoire. Donc, pour ce faire, vous devez vous munir d'une simple seringue, hein, j'ai une petite seringue de 1 ml avec chez le chat classiquement des aiguilles roses qui sont parfaites pour pardon orange qui sont parfaites pour ça. Donc, comme je vous disais précédemment, le bloc mandibulaire caudal que vous pouvez réaliser donc de cette façon, donc vous allez donc en intraoral principalement, il y a d'autres techniques, mais nous on fait souvent comme ça. Donc viser l'angle de la mandibule et vous allez vous arrêter à mi-chemin entre la dernière molaire et l'apophyse angulaire de la mandibule sur le versant lingual de la mandibule, d'accord? Pas le versant externe qu'on appelle vestibulaire. L'autre bloc classiquement utilisé, c'est l'infraorbitaire. Celui-là, il va principalement anesthésier les dents rostrales à la carnassière, d'accord? Donc c'est un bloc très très efficace, mais malheureusement peu efficace pour les dernières molaires, à moins que vous le tunnelisiez beaucoup beaucoup.
Et alors là, ce qui est très très important, c'est avec l'aiguille, vous devez absolument rester parallèle au palais, parce que si vous bifurquez un petit peu trop vers le haut, vers le globe, vous pouvez perforer le globe. Donc, quand vous restez parallèle au palais, rien ne peut se passer. Et puis vous avez aussi voilà, il y a quelques petites complications, ça reste rarissime, hein, c'est toutes les complications que j'ai retrouvées. Hein, donc globalement, il y a deux, trois complications dans la bibliographie. Et puis il y a aussi des blocs maxillaires, c'est plutôt en intraoral, il s'agit de déposer le produit juste derrière les dernières molaires. Donc, ce faisant, vous allez diminuer fortement les doses d'anesthésie par voie générale qui sont nécessaires, et puis morphinique. C'est pas rare du tout de travailler sur des édentations complètes de chat à 0,8% d'ISO, avec peu de morphinique ou que du butorphanol. Donc pas de valence antalgique à proprement parler parce que tout est couvert par les blocs qui sont bien faits. Donc évidemment le bloc stomatologique là pour cette fois doit être bien équipé. Vous devez être muni d'un limite dentaire, du câble avec qui recueille les liquides, hein, donc c'est un petit caillebotis idéalement, et puis d'une radiographie dentaire qui permet d'être très très mobile et au chevet du patient. Donc on fait des radiographies intraopératoires, péropératoires, à la fois en préopératoire pour avoir le bilan lésionnel, mais aussi en péropératoire pour guider l'approche et s'assurer qu'on a effectué une évaluation dentaire complète, on n'a pas oublié de fragments. On organise bien son plan de travail. Et donc les tables, pour certaines, la mienne ici là, sont munies d'une aspiration qui est intégrée. Elle chauffe également, ce qui permet de minorer le risque d'hypothermie, puisque évidemment vous allez travailler ces irrigations assez abondantes et vous pouvez diminuer la température du patient assez drastiquement et rapidement. Concernant les techniques radiographiques, bon, j'en parle très très succinctement ici parce que c'est pas l'objet, mais euh, c'est indispensable. Il y a trois techniques réellement qui sont importantes, qu'on appelle la technique parallèle. Donc là, c'est simple, votre capteur, vous pouvez le positionner parallèle à la dent en question. Donc ça, c'est classiquement le cas sur les prémolaires et les molaires mandibulaires uniquement. Et pour tout le reste, vous allez devoir utiliser la technique de la bisectrice, c'est-à-dire que vous ne pouvez clairement pas avoir une vue euh, euh, proportionnelle de la canine maxillaire, parce que vous devriez traverser le palais, hein, puisque la canine remonte très très haut, hein, la racine fait 2 tiers de la dent au total, la couronne que 1 tiers, et donc forcément vous devez mettre votre capteur quasiment parallèle au palais, mais grâce à cette technique de la bisectrice, vous pouvez reporter la longueur de votre dent en émettant bien les rayons perpendiculaires à cette bisectrice, hein, qui sépare en angles égaux votre dent de votre capteur. Donc au milieu, vous avez la bisectrice. Si votre faisceau de rayons est perpendiculaire à cette bisectrice virtuelle, vous allez retranscrire une dent qui sera proportionnelle. Ensuite, vous pouvez utiliser avec cette technique aussi des techniques de désuperposition, notamment lorsque vous voulez séparer deux racines qui seraient adjacentes, notamment classiquement sur les carnasphères maxillaires. Donc voilà l'illustration sur la technique parallèle, donc les clichés que vous obtenez. Et sur la technique de la bisectrice, hein, sur la vue latérale notamment de la canine maxillaire, là, il est prémolaire molaire, hein, vous êtes obligé d'utiliser cette technique. Donc à nouveau, voilà un petit peu les régions que vous allez pouvoir explorer avec le positionnement virtuel de ces capteurs ou de ces plaques phosphore dans la bouche et avec cette radiographie. Au niveau matériel, ben, bon, il faut se munir d'un unit dentaire, évidemment. Donc là, vous avez différents types d'unités, muraux, sur roulette. Donc là, chez Action, vous avez notamment le cocoon hygiéniste qui est un très très bon appareil, qui est très polyvalent et qui est muni à la fois d'un micromoteur, donc pour faire tourner un contre-angle, hein, et sur lequel vous mettez la fraise, d'un détartreur et d'une seringue RO. Donc là, vous avez vraiment l'essentiel. Et vous avez différents types de contre-angles. Après, pour les adductions dentaires, il faudra ce qu'on appelle un contre-angle rouge ou multiplicateur avec une irrigation interne. Donc, c'est l'avant-dernier des contre-angles ici sur la gauche. Et tout en bas, vous avez une turbine. Donc là, c'est différent. C'est pas du courant électrique qui fait
tourner un contre-angle, c'est de l'air. Donc vous devez avoir de l'air sous pression. Et c'est ça qui fait tourner la turbine. Ça se travaille légèrement différemment parce qu'il y a beaucoup moins de couple. Donc il va falloir inciser votre dent ou l'os par à-coups, hein, puisque vous allez avoir une diminution très très brutale de la vitesse de rotation, vu que c'est simplement poussé par de l'air. Classiquement pour les deux, on utilise maintenant des fraises avec une attache FG hein, pour friction grip. Donc ça c'est l'attache classique. Je rentre pas plus dans les détails. Et ensuite, il s'agit de faire un petit peu votre choix sur les catalogues, sur les différentes fraises disponibles. En fait, vous en avez besoin que de petites panoplies. Hein. Vous avez la première fraise en haut à gauche, qui est ce qu'on appelle une fraise chirurgicale ou fissure en carbure de tungstène. Donc, c'est celle-là que vous allez utiliser pour la section de la couronne ou pour l'alvéolectomie, donc l'ostectomie alvéolaire. Parce que vous allez exposer la racine, on va y revenir. Et puis ensuite, vous avez des fraises plutôt diamantées. Donc la seule qui est réellement nécessaire en diamanté pour une extraction dentaire, c'est la deuxième fraise. Donc cette fraise boule diamantée, hein, vous voyez les petits diamants en surface, qui va servir à émousser les petites spicules osseuses, donc faire ce qu'on appelle une ostéoplastie, pour ensuite refermer votre site sur du propre sans que le lambeau ne soit lésé par les petites spicules osseuses. Vous avez évidemment besoin d'une trousse chirurgicale de stomato, hein, donc vous pouvez voir tous les petits instruments qui sont nécessaires. Les petits instruments particuliers, c'est notamment le syndesmotome de Chomprey, donc au milieu en haut là. Ce syndesmotome vous sert à décoller la gencive attachée, et ensuite vous allez élever un petit peu plus les périostes grâce à un élévateur de périostes de Molt, donc en bas au milieu. En fait, ce sont les instruments classiques. Et puis, notamment, des daviers extracteurs, hein, donc des grosses pinces pour attraper la couronne et finalement avulser la dent donc avec la racine. Dans les dans les types de daviers, il y en a pas mal différents, notamment en humaine. Faut vraiment faire attention au type de morse que vous allez sélectionner. Chez le chat, vous avez besoin de deux petits morses qui se touchent, qui sont assez fins, notamment pour les petites dents telles que les incisives, voire certaines prémolaires. Pour les canines, notamment, on préfère ne pas avoir des morses qui se touchent, qui sont légèrement en béance comme ça, pour permettre de ne pas soumettre trop de contraintes à la dent et ne pas risquer de la fracturer. C'est notamment le cas sur les canines. Donc voilà un petit peu votre set. Vous avez à gauche des luxateurs, tout en haut à droite les daviers extracteurs, au milieu tous les petits instruments qui vont vous servir donc à couper la gencive, à la décoller, à élever une périoste, des pinces classiquement Hudson à dents pourries ou même préférentiellement des micro-Hudson, des petits ciseaux incurvés de dissection, un peu comme des ciseaux à iridectomie. Ça sert notamment à effectuer une lacération du périoste et à gagner un petit peu en élasticité, on va y revenir. Puis des ciseaux de médecine de barbe, et puis un petit porte-aiguille assez fin pour la suture. Et on suture chez le chat avec un monofilament résorbable, type Monopril 5.0, c'est l'idéal. Donc les étapes de la procédure, c'est tout d'abord d'effectuer ce décollement de la gencive et puis du périoste, on va le voir, et ensuite d'effectuer des sections coronaires. À quoi servent-elles ces sections coronaires? À individualiser les racines les unes des autres, puisque vous pouvez observer ici qu'elles sont légèrement divergentes. Donc si la tâche parodontale est encore très bonne, ça va être très difficile de les extraire d'un seul tenant sans fracturer la racine. Donc là, il s'agit de les couper. Donc là, il y a des lignes idéales. En gros, ce qu'il faut, c'est que cette ligne idéale suive toujours la direction de la racine distale, celle qui se situe vers l'arrière, d'accord, ou caudale. On parle de distale pour les dents. Donc si c'est bien dans le même axe, vous allez commencer toujours par l'avulsion de la racine distale, puis par la racine médiale, et là, de ce fait, vous risquez moins de casser vos dents. Donc l'avulsion, le type d'avulsion le plus simple, c'est
qu'on appelle l'ablution fermée. Donc, vous allez simplement faire une luxation d'une petite incisive. Ça se fait bien. Parfois, vous devez adosser toute une arcade dentaire. Dans ces cas-là, il faut effectuer ce qu'on appelle un lambeau en enveloppe. C'est-à-dire que vous allez lever en enveloppe tout un lambeau pour exposer l'os alvéolaire de recouvrement, hein, des racines, puisque vous allez devoir l'entamer un petit peu, faire ce qu'on appelle une ostectomie alvéolaire externe, pour trouver un petit peu plus facilement votre plan de clivage entre l'os et la racine. D'autres techniques peuvent être effectuées lorsque vous enlevez sélectivement une seule dent, notamment un lambeau triangulaire, donc à base plutôt caudale. Pourquoi à base caudale? Parce que la vascularisation vient de l'arrière. Mais vous voyez la différence entre celui-là qui n'est pas correct et l'autre, c'est que celui-là s'arrête, on appelle sur la ligne d'angle de la dent adjacente. Donc, vous voyez, la pointe du triangle arrive vraiment sur la face distale de la prémolaire juste en avant, là. Et là, c'est pas correct puisque ça vient trop vers la dent qu'on extrait. De la même manière, vous pouvez faire, s'il s'agit d'enlever sélectivement une dent entre deux autres dents, un lambeau trapézoïdal. Il faut toujours avoir une base qui est plus grande que l'extrémité distale du lambeau. Hein, donc ça n'est pas correct, hein, parce que la base n'est pas assez évasée par rapport à l'extrémité distale. Donc d'un point de vue vascularisation, ça peut être compromis. Et si je reprends un petit peu la séquence, on lève la gencive attachée et le périoste, on expose l'os et là, on va effectuer une alvéolectomie externe grâce à notre fraise chirurgicale. Ensuite, on effectue donc l'image du milieu en haut, cette section coronaire entre les racines. Attention, sur cette carnassière, il y a 3 racines. Puis, on va luxer grâce à un luxateur dentaire. On va trouver ce plan de clivage entre la racine et l'os, ce qui nous permet ensuite de tirer dessus avec le gavier extracteur. Ensuite, avec la fraise boule diamantée, on va émousser l'os en surface. On va dissiper un tout petit peu le périoste grâce à nos ciseaux à grisectomie et on va pouvoir fermer sans tension le cycle. De la même manière ici, sur une canine mandibulaire qui avait une fracture de la racine, exactement la même procédure. Donc, différents types d'instruments. En haut, vous avez des luxateurs. En bas, vous avez des élévateurs. Ils ne s'utilisent pas pareil. La grosse erreur lorsque vous utilisez des luxateurs, c'est que vous les travaillez comme un tournevis. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut au contraire effectuer un mouvement très ample et large autour de la dent, ce qu'on appelle un mouvement circonférentiel, parce qu'il s'agit de trancher sur les bords et non pas de ponctionner et de tourner comme ça. En bas, vous avez donc des élévateurs qui, eux, peuvent s'utiliser avec un petit effet de levier, mais je vous déconseille fortement chez le chat parce que les dents sont très très fragiles. Globalement, la séquence idéale, lorsque vous avez déjà entamé un petit peu l'os et que vous avez luxé un petit peu, et ensuite lorsque vous attrapez la dent avec votre gavier, c'est d'effectuer une pression apicale et une petite rotation horaire que vous maintenez pendant 3 secondes. Vous effectuez toujours une pression apicale anti-horaire pendant 3 secondes, et ensuite une traction proximale avec une rotation horaire, 3 secondes, et rotation anti-horaire, 3 secondes. Si vous répétez ce cycle jusqu'à 2-3 fois, normalement, la dent est bien sans effort, d'accord, et sans casser. Alors, quid des résorptions dentaires, on en finit par là. C'est une situation un petit peu particulière où vous avez donc une destruction de la racine, elle se retrouve complètement nébulisée, donc il est impossible typiquement, et là vous pouvez pas le savoir tant que vous n'avez pas fait votre radio, hein, vous voyez là, les dents semblent pas très bien en point, mais la couronne est quasiment intègre. En fait, lorsque vous faites la radio, elle est complètement nébulisée. Dans ce cas-là, il va falloir envisager ce qu'on appelle, notamment pour les types 2, hein, donc c'est la situation en bas au milieu, lorsque la dent elle est vraiment nébulisée. C'est la seule situation où vous pouvez le faire. Tant que votre ligament, en fait, il est toujours bien discernable, vous ne devez pas, surtout pas, faire cette technique. D'accord? Il faut vraiment que la dent soit nébulisée. Si vous avez encore un ligament parodontal, le liseré radio-opaque autour de la dent qui est visible, une distinction entre la racine et l'os, vous ne pouvez pas envisager
ce type de procédure, ce qu'on appelle l'amputation coronaire et l'enfouissement radiculaire. Donc là, il s'agit, à l'aide de votre fraise, de couper la couronne et d'enfouir en profondeur en mobilisant un petit peu la racine sur au moins une épaisseur de 4 à 5 mm pour que de l'os vienne recouvrir ensuite le site que vous aurez refermé, parce que sinon ça ne peut pas fonctionner. Donc voilà in fine ce que ça peut donner, des adhésions dentaires lorsque c'est bien fait. Vous voyez, la situation est très très différente. Là, il s'agissait d'une gingivostomate chronique féline qui était extrêmement inflammatoire. C'est un cas que je vous ai montré tout au début, là, qui était en feu. Et c'est le même cas, donc à la fin, un mois post-op. Vous voyez à quel point il peut être heureux, ce petit chat maintenant. Il redécouvre la vie. Évidemment, vous pouvez avoir quelques complications. Donc là, je passe très rapidement, mais vous pouvez casser du matériel. Là, vous voyez une fraise qui s'est cassée dans l'alvéole. Si vous faites l'avulsion sélective d'une canine supérieure, n'oubliez jamais que la lèvre supérieure est légèrement affaissée et elle peut se faire percuter par la canine mandibulaire. Donc ça, c'est le risque principal. Donc souvent, on essaie plutôt de privilégier des soins conservateurs, une dévitalisation par exemple d'une canine supérieure, sans quoi la lèvre se fait souvent percuter, c'est à peu près un cas sur deux quand même. Ou alors envisager aussi l'avulsion de la dent du bas, mais rappelez-vous, une canine mandibulaire à extraire, c'est jamais vraiment serein parce qu'il y a ce risque de fracture iatrogène de la mandibule. Je n'ai pas mis d'image, ça peut se passer. Et puis, évidemment, ne pas privilégier l'utilisation des antibiotiques à la place de la chirurgie orale. Là, vous voyez cette situation sur un chien qui avait une parodontite terminale. C'est clairement pas une bonne stratégie d'utiliser des antibiotiques dans ces cas-là. Donc, en conclusion, ces affections sont extrêmement fréquentes. Vous en verrez toute votre vie dans votre pratique, qu'elle soit générale ou plutôt chirurgicale ou stomatologique. Donc, il faut tout simplement bien dérouler votre prise en charge, que ce soit systématisé avec les sondages et puis les examens radiographiques dentaires. Vous avez besoin de vous équiper, ça c'est sûr, mais c'est très très vite rentabilisé. Vous avez forcément une certaine courbe d'apprentissage. Donc là, je ne peux que vous inviter à prendre à participer à des cours pratiques, quel que soit donc l'organisme, donc la VAC avec le GEROC, une cruise ou d'autres. Et puis, évidemment, connaître les particularités, les spécificités anatomiques et pathologiques de chacune des espèces que vous allez traiter. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et simplement pour remercier à nouveau Actéon, donc sachez que Actéon vous propose une gamme assez large d'équipements, donc avec notamment leur radiographie, puis leur outils plutôt des extractions, etc. Donc n'hésitez pas à feuilleter leur catalogue. Voilà, si vous avez une petite question, là j'ai encore quelques minutes devant moi, donc n'hésitez pas. Alors, pour élever le périoste, alors quelle est la technique? Alors, utilisez le syndesmotome de Champrey, essayez toujours de débuter par l'une des extrémités de votre incision. C'est beaucoup plus simple et idéalement même par la pointe de votre lambeau triangulaire. Si vous avez fait un lambeau triangulaire, ça fonctionne même beaucoup mieux. Et ensuite, par des petits mouvements très très fins sur la crête osseuse, en théorie, vous arrivez à décoller le périoste et la gencive attachée. Et ensuite, avec votre euh, élévateur de Moll qui est plus émoussé, qui est rond, là, c'est beaucoup plus simple ensuite de s'engager et de décoller le périoste. Et donc ça se fait plutôt bien. Alors oui, c'est ce que je vais exposer concernant donc la percussion modérée de M1 inférieur par la PM4 supérieure. C'était le tout début de l'exposé, donc ce qu'on appelle un granulome pyogène. Il est possible d'effectuer une coronoplastie, donc de meuler entre guillemets comme tu le dis, Stéphanie, la euh, la P4, mais la M1, ça ne sert à rien. D'accord? Ça n'a pas d'intérêt de meuler la M1 puisque c'est la M1 qui est percutée par la PM4. Donc la PM4 il faut un peu émousser. Donc en cas de résorption dentaire, alors il n'y a pas d'extraction dentaire,
sur une racine qui serait complètement nébulisée, ce qu'on appelle un type 2 de résorption dentaire, du radiographique. Donc là, vous n'arrivez plus à discerner le tissu dentaire du tissu osseux, hein, puisqu'il y a une ostéo-intégration, c'est complètement ankylosé. Donc vous n'arriverez pas à effectuer une avulsion dentaire. Donc dans ce cas-là très précis et uniquement dans ce cas-là, il s'agit d'utiliser une fraise dentaire pour nébuliser simplement la partie coronaire, la plus coronaire, le tiers coronaire de la racine, sur au moins 4 à 5 millimètres en profondeur. Il faut bien guider votre approche radiographiquement pour pas léser des racines adjacentes, pour être dans le bon axe, pour pas aller fraiser votre muqueuse ou quoi que ce soit. Donc c'est ça la technique d'amputation coronaire et d'enfouissement radiculaire. Dès que vous avez un ligament parodontal, une distinction visible entre votre dent et votre os, vous ne pouvez pas faire ce type de procédure d'enfouissement radiculaire. Il faut absolument enlever la dent. Pourquoi? Parce que la pulpe, sinon, a été exposée à l'extérieur, donc a été contaminée par des bactéries, et donc il va y avoir forcément un abcès dentaire. Alors pourquoi il ne faut pas utiliser des antibiotiques avant les soins dentaires? Parce que même chez l'homme, c'est une mauvaise pratique maintenant, donc ce qu'on appelle l'antibioprophylaxie. On sait qu'il y a plus de 400 genres bactériens différents qui tapissent les dents, donc vous allez générer des résistances bactériennes. Une très belle étude suédoise qui a été publiée sur le sujet, notamment sur le portage conjoint euh, des animaux et de leurs propriétaires. On partage 30% des bactéries en commun avec notre animal de compagnie, faut le savoir, dans la bouche. Ne me demandez pas pourquoi, à quel point les gens font des bisous. Mais bon, on vit dans le même environnement, donc c'est logique, mais ça veut dire qu'il peut y avoir des transferts de gènes aussi. Et donc, c'est plus du tout dans l'utilisation raisonnée des antibiotiques. Et les seules indications maintenant dans la bioprophylaxie, c'est principalement pour des animaux immunodéprimés. Et ça fait 30 minutes ou quelques minutes avant l'incision. Donc, avec une antibiothérapie à double dose, on rappelle une antibioprophylaxie à proprement parler. Mais pour le reste, c'est du ressort de la chirurgie, c'est pas du ressort médical, en fait. Alors, chat qui est prognate, qui a sa canine inférieure qui rentre dans le palais. Alors, il va être rétrognate dans ce cas-là, non pas prognate. Et donc, bah, il faut, si c'est encore un chaton qui a encore une denture lactéale, il faut voir un petit peu la situation, mais souvent on fait ce qu'on appelle de l'orthodontie interceptive, c'est-à-dire qu'on enlève les canines inférieures parce qu'elles peuvent se verrouiller en fait, sur le palais pour permettre encore une croissance à la mandibule et sans doute envisager un traitement orthodontique et ou l'avulsion des dents et ou une réduction de la couronne avec un traitement canalaire. Donc, il y a plusieurs options. Donc là, il faut voir la situation exacte. Donc, pour exposer les racines, il faut utiliser une fraise chirurgicale, fissure chirurgicale en carbure de tungstène. Donc, la checklist, normalement, elle est disponible. Vous pouvez revoir la présentation en ligne. Les fractures exposant la pulpe, noir, si elle est noire, c'est déjà nécrosé et donc c'est déjà infecté en fait. Et donc on peut toujours proposer dans une certaine mesure la dévitalisation bah, pour enlever l'infection. En fait, on va enlever tous les contenus nécrotiques et infectés de la pulpe. On va débrider, on va rincer, on va désinfecter l'intérieur. Ensuite, on va obturer avec un produit qui est biocompatible. Donc c'est ça le but de la dévitalisation. Quel traitement post-op pour les avulsions dentaires? Classiquement, des antalgiques, et c'est tout, pas d'antibiotiques la plupart du temps. Et comment aller chercher un fragment de racine une fois cassé? Alors là, soit majorer l'ostectomie alvéolaire externe, soit faire ce qu'on appelle un effondrement du septum, donc une ostectomie septale pour essayer de chercher la racine par l'intérieur, par l'alvéole adjacente, que ce soit c'est une dent qui a deux racines, par la racine de la même dent, ou par la racine et l'alvéole d'une dent adjacente. Donc ça, c'est possible d'aller chercher ces fragments radiculaires comme ça, mais globalement, c'est toujours un petit peu la galère. Hein. Voilà.
Alors, est-ce qu'il est recommandé de faire une extraction totale en 2 temps? Donc, c'est pas une recommandation du tout. La plupart du temps, on le fait en un seul temps. Mais après, ça va dépendre de votre vitesse propre d'extraction dentaire, hein. Donc, nous, une extraction dentaire, chez nous, c'est en moyenne entre 45 minutes et 1h30 dans les cas un peu compliqués sur un chat. Donc, évidemment, quand vous débutez, vous faites plutôt 4 heures, quoi, la plupart du temps, quand vous voulez le faire bien. Donc ça peut commencer à être un petit peu long et parfois même c'est plus long. Donc il s'agit effectivement dans ces cas-là de le scinder en deux opérations distinctes. Euh, j'ai pas de préférence gauche droite ou haut bas. Enfin si peut-être plutôt gauche droite parce que au bas ça voudrait dire que imaginons vous enlevez toutes les dents du haut, ben les lèvres vont être percutées par les dents du bas. Donc il s'agirait plutôt de dissocier la latéralisation, là. Et vous aurez accès au diaporama, puisqu'en fait, vous pouvez y accéder après diffusion, en replay. Donc, bon, bah écoutez, super. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou quoi que ce soit. Et puis, bah, bon courage. Et n'hésitez pas à pratiquer au sein de petits organismes de formation sur des TP hein, avant de vous lancer sur du vivant parce que évidemment ça évite pas mal de déconvenus, notamment pour se familiariser avec l'appareillage, qu'il soit rotatif ou manuel, c'est pas mal. Voilà. Bon bah écoutez, oui. Pourquoi pousser et faire un mouvement horaire? Alors, ça permet en maintenant cette pression pendant 3 secondes, de laisser le temps aux fibres du ligament parodontal de rompre les unes après les autres. Si vous faites des tout petits mouvements sans cesse comme ça c'est vraiment l'erreur du débutant, hein, de faire mouvement du tournevis, que ce soit avec le luxateur ou avec le gazier, et vous faites des mouvements trop saccadés comme ça, vous laissez pas le temps aux fibres de se rompre, vous allez juste déplacer l'eau au sein du ligament parodontal. C'est juste ça que vous allez obtenir et travailler sur l'élasticité des fibres en fait. Donc voilà pourquoi. Alors, toujours extraction dès que signe de résorption. Pas forcément. En fait, certaines lésions d'ostéo-remplacement, donc de résorption de surface, et notamment lorsqu'elles sont très très apicales, peuvent être simplement surveillées radiographiquement. Elles peuvent évoluer sur des années et des années. Elles deviennent, on va dire, embêtantes pour l'animal lorsqu'elles sont inflammatoires et elles sont situées au niveau du collet, puisque vous allez avoir une exposition bactérienne. Hein, les bactéries de la cavité buccale vont emprunter ces cavités et vont engendrer parodontite et ou pulpite, hein, si ça communique avec le canal pulpaire. Donc c'est là que ça devient sensible et c'est là que ça devient douloureux. Ok, je laisse le chat de ma belle-mère tranquille. Il n'y a pas de problème. Passez une bonne après-midi. À bientôt. Au revoir.